Bonjour à tous, donc moi je suis Arnaud Vezin, je suis directeur de la conception chez Pulsi. Je vais faire l'animation de cet atelier. Donc pour rappel, on est sur l'atelier le déploiement de MS Santé et Medimail dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cette séance est diffusée en streaming, voilà, pour nos intervenants. Et elle est enregistrée, donc c'est réutilisable et revisionnable après. Je vais vous inviter à vous présenter, si vous êtes d'accord. Et on peut commencer par toi, Meta. Merci. Bonjour à tous. Je suis Meta Fadiga, chargée de mission ESMS numérique, donc pour Pulsi. Pour résumer mes missions, je suis en charge de l'animation du collectif SIMS, donc Système d'information médico-sociale pour le Grand Est. Donc on a un groupe de directeurs d'établissement, de RSI, qui viennent de différentes structures. Je peux citer la Fondation Vincent de Paul, je peux également citer la DAMS, voilà, qui forment voilà, les piliers du collectif SI, donc le collectif que j'anime. Je fais également la promotion des services Pulsi, notamment le service Medimail que nous allons présenter aujourd'hui. Et je suis également en charge du programme ESMS numérique en lien avec l'ARS Grand Est. Bonjour à tous, je suis Emmanuel Miclot, je suis chargé d'affaires donc au grade Pulsi. Ma mission, c'est d'accompagner les établissements du Grand Est dans la mise en place des services Pulsi. J'interviens sur le département du Bas-Rhin, le 67, avec mon collaborateur, monsieur Alain Fischmann. Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrice Penin, je suis le directeur des systèmes d'information de la Fondation Saint-Sauveur. La Fondation Saint-Sauveur qui fait partie d'une grappe dans le cadre du projet ESMS numérique. Et c'est à ce titre que je viens témoigner pour la partie messagerie sécurisée de santé. Rapidement, la Fondation Saint-Sauveur, donc c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui contient, c'est 760 collaborateurs, 21 établissements et services sur 11 sites géographiques. Et nous sommes implantés en Alsace et en Moselle. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Christine Lecomte. Je suis consultante indépendante et j'accompagne 3 grappes actuellement dans le projet ESMS numérique médico-social. Et donc à ce titre, je les aide à mettre en place les services socles, dont la messagerie sécurisée de santé. Eh bien, merci beaucoup. Alors, ça va durer à peu près une 50aine de minutes. On va avoir déjà une première présentation par Meta et Emmanuel de l'offre MS Santé de Pulsi. Et puis ensuite, on va avoir un retour d'expérience de comment ça a pu être mis en œuvre sur le terrain. Et ça nous emmènera au bout d'une demi-heure, je pense. On pourra prendre des questions au fur et à mesure. Donc, c'est un atelier, ça se veut interactif. Vous aurez la possibilité de poser des questions. On va attendre peut-être d'aller au bout de la première présentation de l'offre Pulsi pour prendre un premier lot de questions. Puis ensuite, on en prendra davantage sur la partie retour d'expérience. Une précision également, donc là, ce qu'on va vous présenter, c'est la partie messagerie sécurisée MS Santé. Ce matin, on a parlé de messagerie sécurisée par CO. C'est la messagerie sécurisée instantanée. C'est important de faire la différence. Avec ce qui va nous être présenté là, on est plutôt dans des échanges type mail asynchrone, donc, et notamment, il y a une capacité intéressante à pouvoir s'adresser aux patients. On va en parler. Et c'est à vous. Merci. Alors, juste avant de déployer sur la MS Santé Pulsi Medimail, je voulais juste revenir sur le programme ESMS numérique. Monsieur Penin en parlait en se présentant. Donc, le programme ESMS numérique est un programme de financement qui permet aux établissements médico-sociaux de s'équiper d'un DUI, donc un dossier usager informatisé, ou s'ils en ont déjà un, qu'ils puissent éventuellement monter de version pour qu'ils puissent être compatibles Ségur et qu'ils puissent échanger avec le DMP et la messagerie sécurisée de santé.
Donc le programme ESMS numérique a débuté en 2021 et il se termine en 2025. Donc le programme, on a encore une fenêtre d'ouverture, c'est-à-dire que les établissements médico-sociaux peuvent candidater à l'heure actuelle et jusqu'à l'année prochaine, on aura un dernier appel à projet pour les demandes de financement et d'équipement en lien avec le DUI. Alors la MS Santé Pulsi Medimail. La MS Santé Pulsi Medimail, en fait, c'est un espace de confiance qui permet d'échanger des données de santé, des données à caractère personnel entre les professionnels de santé, également les établissements médico-sociaux. On peut également, via la messagerie sécurisée de santé, échanger avec les patients via leur messagerie citoyenne, via mon espace santé. On retrouve dans la MS Santé Pulsi Medimail l'annuaire qui permet en fait de retrouver les professionnels de santé ou médico-sociaux qui disposent d'une messagerie sécurisée de santé. Pour pouvoir utiliser ou se connecter même à la messagerie sécurisée de santé, on demande une authentification forte, notamment via Pro Santé Connect. Il existe également différents types de boîtes pour pouvoir échanger des données de santé, des données à caractère personnel. On a notamment la boîte nominative, la boîte aux lettres nominative, qui permet à un professionnel de santé ou un professionnel du médico-social titulaire d'un numéro RPPS d'avoir une boîte aux lettres vraiment nominative à son nom. On a également la boîte aux lettres organisationnelle qui, elle, est accessible à plusieurs professionnels. Qui est sous la responsabilité d'un professionnel disposant d'un numéro RPPS ou RPPS+, pour le médico-social. Et puis enfin, on a la boîte aux lettres applicative qui, elle, permet l'émission ou la réception de messages automatiques depuis le logiciel métier. Je vais passer la parole à mon collaborateur sur les solutions de messagerie. Alors, je vous propose de commencer par un petit focus sur les offres proposées aujourd'hui par Pulsi. Donc, Pulsi propose donc, sur le domaine santégrandest.mssanté.fr aux professionnels de santé libéraux de créer leur boîte de messagerie, une boîte paire, donc c'est-à-dire une boîte nominative, ou org, une boîte organisationnelle partagée. On a également donc un formulaire à destination des pharmacies qui est en ligne et voilà, si jamais vous avez besoin d'un certain nombre de comptes, on peut vous transmettre un fichier à compléter pour gagner un petit peu de temps. Sinon, donc dans l'accompagnement des structures, on propose en fait aux structures de mettre en place leur propre domaine personnalisé et ensuite d'utiliser la messagerie selon deux modes différents qu'on déclinera par la suite, le mode webmail et le mode passerelle. Donc, les différentes manières d'utiliser la messagerie Medimail aujourd'hui. Donc, premier point, donc, via votre dossier usager informatisé, on va pouvoir installer ce qu'on appelle un connecteur dans votre logiciel, ce qui va vous permettre d'utiliser votre messagerie sécurisée directement depuis votre outil métier. À savoir qu'ensuite, ça dépend aussi de votre logiciel. Certains logiciels proposent des solutions complètes de messagerie, donc aussi bien d'envoyer, de recevoir des messages. D'autres logiciels ne permettent que d'envoyer des messages. Donc voilà, ça dépend du logiciel que vous utilisez. Et également, on a un certain nombre de logiciels aujourd'hui qui sont compatibles avec Medimail. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès des chargés d'affaires Pulsi à propos de votre outil métier. Par rapport au déploiement, tu peux revenir. Par rapport au déploiement des comptes utilisateurs, j'évoquais le mode passerelle et le mode webmail. Donc le mode passerelle d'établissement, le principe est d'installer une passerelle sur une structure qui administre en fait sa messagerie avec un serveur Exchange. Et dans ce cas-là, on va pouvoir mettre en place cette passerelle, ce qui permettra aux utilisateurs de continuer à utiliser Outlook pour leur messagerie sécurisée également. Maintenant, ce mode requiert un certain nombre de prérequis qu'on verra par la suite pour pouvoir mettre en place la passerelle. Sinon, on a le mode webmail. Voilà, le mode webmail, le principe étant, comme la plupart des services Pulsi, de passer par le portail Pulsi, de s'authentifier de manière forte et ensuite d'accéder à la messagerie Medimail, sachant que vous aurez également une application mobile qui est disponible et que donc vous pourrez utiliser Medimail également en mobilité. Donc, par rapport au mode passerelle, j'évoquais un certain nombre de prérequis techniques. Donc, très important, ces 4 prérequis doivent être validés, tous les 4. Premier point, c'est l'hébergement HDS. Donc, il faut effectivement que votre hébergeur soit hébergeur de données de santé agréé. Ça, c'est le premier point.
Sachez pour ceux qui utilisent Office 365 qu'aujourd'hui Microsoft est HDS, voilà, et qu'on peut installer des passerelles sur des Microsoft Office 365. On l'évoquait tout à l'heure, donc le fait de s'authentifier de manière forte, c'est très important. Donc il faudra effectivement, pour accéder à son compte Outlook, votre utilisateur ait un système d'authentification forte, donc soit par carte CPS, CPA, CPE ou par un système de double authentification. Il est très important également que vous ayez la possibilité d'accéder à l'administration de votre serveur Exchange. Alors, ça peut être, dans certains cas, un travail fait avec un partenaire, avec un prestataire, voilà, si celui-ci est disposé à vous accompagner, puisque pour mettre en place la passerelle, il faut installer un certain nombre de règles, de messagerie, un certificat, et donc il faut bien entendu pouvoir accéder à l'administration de votre serveur Exchange. Et pour finir, il faut également que vous soyez en capacité de conserver les traces de connexion et d'usage de vos utilisateurs qui utilisent donc Medimail. Voilà, donc encore une fois, pour installer une passerelle, il faut impérativement que ces 4 points soient validés. Comment s'articule le déploiement? Donc aujourd'hui, le déploiement auprès des structures de Medimail, en général, on démarre par une présentation, on rencontre l'établissement, on présente le service, on analyse le besoin avec l'établissement. Vous passerez également une convention avec Pulsi par rapport à l'utilisation du service Medimail. Et ensuite, on va donc procéder à la création de la structure, déposer votre domaine. En général, le dépôt de domaine dure de 2 à 3 semaines. À partir du moment où le domaine est validé, on va pouvoir organiser donc une première réunion de cadrage. D'ailleurs, dans les 2 modes, passerelle ou webmail, on part de cette réunion de cadrage, qui est l'occasion d'une part de rappeler un petit peu les règles, les usages de l'AMS Santé. En tant que référent et gestionnaire des comptes, c'est important que vous les connaissiez. Voilà, de vous expliquer comment vous allez pouvoir gérer les comptes, comment vous allez pouvoir administrer votre structure, et puis de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Suite à ce point de cadrage, si vous souhaitez qu'on mette en place le connecteur dans votre logiciel, à ce moment-là, on peut rapidement vous mettre à disposition. Donc en général, on les transmet au MIPI qui contacte votre éditeur pour installer le connecteur dans votre logiciel pour utiliser Medimail dans votre outil métier. Ensuite, dans le mode webmail, en général, on va planifier 2 sessions d'1 heure. Une première session où on va vous former à utiliser ce qu'on appelle la GCH, c'est-à-dire c'est le service Pulsi de gestion des comptes et habilitation. Ça permet de créer, de mettre à disposition de ces utilisateurs des comptes Pulsi. D'ailleurs, ça vous permet d'habiliter sur d'autres services Pulsi, type Parceo, LigoETP, donc ça va au-delà de Medimail. Dans le cas de Medimail, on a besoin d'avoir un compte Pulsi à disposition. La deuxième partie de l'heure, en général, on va vous apprendre à compléter le fichier, le fichier qu'on injecte ensuite dans Medimail pour créer à proprement parler les comptes. Et donc voilà, on va vous expliquer comment composer ce fichier, qu'ensuite vous nous retournez et que c'est un chargé d'affaires Pulsi en général qui s'occupe de l'injecter. Et on termine, donc une fois que les comptes sont créés, on planifie une dernière session de formation administrateur pendant laquelle on va pouvoir déjà vérifier tous les comptes qu'on a mis en place avec vous pour voir que tout est bien en place et puis de vous former à prendre en main l'interface d'administration qui vous permettra de suivre, de gérer les comptes de vos utilisateurs d'une part et d'autre part, vous aurez accès également à un outil statistique qui vous permettra de récupérer vos statistiques d'usage de Medimail. Voilà pour le mode webmail. Dans le cas d'un mode passerelle, on va organiser en général une demi-journée d'installation. Donc l'installation est faite par le MIPI avec l'administrateur de votre serveur Exchange. Si tout se passe bien, en général en 1 heure, 1 heure et demie, la passerelle est mise en place et on finit la demi-journée par la formation administrateur. Si vraiment on n'a pas le temps lors de cette demi-journée, on replanifie une dernière session d'1 heure, voilà, pour, comme dans le mode webmail, voilà, vous apprendre à gérer vos comptes et ensuite vous expliquer un peu comment fonctionne l'interface d'administration. Voilà pour l'accompagnement que vous propose aujourd'hui Pulsi sur le Grand Est. Eh bien, merci beaucoup Emmanuel. Peut-être qu'avant qu'on commence sur le retour d'expérience, on peut prendre des questions. Alors, je vois une main levée. J'en profite avant de vous donner la parole. À distance, n'hésitez pas à poser les questions sur le chat. Je les reçois sur mon téléphone. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, Morane, je te laisse. Voilà. Bonjour, j'avais une question parce qu'en fait, là, j'étais complètement nébuleux pour moi. C'est pour les structures, ça. Ça s'adresse qu'aux structures. C'est pas pour une petite infirmière libérale ou un médecin libéral. Parce que
Oui, Là, absolument. oui, Je parce que- je vous ai détaillé Là- l'accompagnement des structures. Et comme je l'évoquais, pour un médecin libéral, une infirmière, vous trouvez un formulaire sur le portail Pulsi. Et vous pouvez D'accord. faire une demande voilà, en quelques clics et J'ai cru que demander ça la création de s'adressait votre pour bail. tout le monde, en fait. Du coup, je me disais, mince. Moi, Non, je non, il y a comprends vraiment rien. la partie, c'est-à-dire qu'on vous créera un compte sur le domaine Santé Grand Est. Voilà, donc pour les professionnels de santé libéraux, tous ceux-ci peuvent directement remplir le formulaire en ligne et créer leur balle nominative ou organisationnelle très rapidement. Est-ce qu'il y a une autre question éventuellement dans la salle? On a 27 participants au streaming, hein. N'hésitez pas à poser les questions. Donc, en l'absence d'autres questions, on va passer au retour d'expérience. Donc, on passe la parole à Christine Lecomte et Monsieur Patrick Penin, de la Fondation Saint-Sauveur. Voilà, donc effectivement, la mise en place de la messagerie sécurisée de santé avec l'aide de Pulsi. Donc, je rappelle que Pulsi est opérateur de MS Santé sur le Grand Est. C'est un choix qui incombe donc aux établissements et aux associations, organismes gestionnaires de faire un choix d'opérateur de messagerie sécurisée de santé. Alors, il se trouve que Pulsi est un opérateur privilégié puisque la messagerie sécurisée de santé est mise à disposition gratuitement par Pulsi dans le Grand Est. Donc, nous avons cette grande chance dans la région. Donc, pour la phase de préparation à ce changement, il s'agit d'abord de mettre en place un certain nombre de prérequis administratifs et techniques. Donc, ces prérequis sont à faire dans un certain ordre. Notamment, il faut disposer d'une carte chef d'établissement pour une association organisme gestionnaire, par exemple. Donc cette carte, on la demande à l'ANS, à l'Agence nationale de santé, au travers d'un formulaire F101 et qui est associé avec un contrat qu'on envoie donc à l'ANS. Et après cela, vous obtenez une carte chef d'établissement. Cette carte est indispensable après pour faire les démarches suivantes, à savoir demander d'autres cartes CPE ou inscrire des professionnels qui ne sont pas à ordre, donc d'autres professionnels du médico-social qui ne sont pas des professionnels de santé et qui peuvent néanmoins avoir un numéro RPPS. Donc, c'est avec la carte de chef d'établissement qu'on peut demander cela. On peut aussi demander des cartes administrateurs qui, elles, sont indispensables pour installer des certificats. Donc ça, c'est l'étape technique après. Et donc ces certificats, les F413, peuvent être demandés aussi par le chef d'établissement. Donc voilà, pour tout ça, pour vous indiquer qu'il y a un certain nombre de démarches administratives côté ANS, puis côté Pulsi également une charte à signer pour chaque référent d'établissement, il peut y en avoir plusieurs, et une convention au niveau de l'organisme gestionnaire. Donc, une fois que ces démarches sont faites, on peut installer, avec l'aide de l'administrateur technique ou de l'éditeur du dossier de l'usager informatisé, donc de votre solution métier, des certificats logiciels qui permettront en fait il y a 3 certificats différents qui permettront de qualifier l'INS, d'alimenter le DMP et de mettre en place l'AMS Santé. Si vous choisissez le mode interface avec le DUI. Donc, une fois ces actions effectuées, en fait, il faut se projeter dans l'usage. L'usage de l'AMS Santé au travers, donc on l'a vu, il y a trois façons différentes qui peuvent être d'ailleurs mixées. Donc, on n'est pas sur une modalité exclusive. Hein. On peut très bien décider d'utiliser l'AMS Santé au travers du DUI et en mode webmail et ou en mode passerelle Outlook. Donc, dans cette projection d'usage, il convient de repérer qui a besoin d'utiliser l'AMS Santé. Donc, qui va échanger avec des acteurs extérieurs
des informations de santé ou sociales ou médico-sociales, donc à caractère sensible et personnel. Et donc c'est en fonction des usages et de l'organisation, en fait, que l'on va déterminer le nombre de balles de boîte aux lettres organisationnelles ou nominatives, et ou d'ailleurs nominatives. Donc tout ça, c'est un travail un peu d'audit, de fonctionnement, et puis surtout de projection vers les usages cibles, puisque à terme, il va falloir aussi rendre compte à l'ARS des usages cibles de l'AMS Santé au travers du contrat Ségur ESMS numérique. Voilà, et donc pour revenir sur une fois que ces choix sont faits, parce que ces choix sont déterminés donc en fonction de l'organisation, mais aussi en fonction d'un certain nombre de contraintes, eh bien, il s'agit de passer à la mise en œuvre. Donc là, je passe la parole à M. Penin. Alors pour la mise en œuvre, évidemment, c'est jamais simple, pardon. Néanmoins, on va essayer quand même de montrer ce qu'on a fait. L'idée de départ, en fait, j'ai bien aimé ce matin l'intervenante du CHU de Reims qui disait dans leur schéma directeur, ils ont un axe, c'est faire gagner du temps aux soignants. Alors c'est un peu, je l'ai peut-être pas présenté comme ça, mais j'aime beaucoup l'idée. Et c'est quand on met en place des nouvelles solutions de faire en sorte qu'il y ait une adhésion, que ce soit simple pour l'utilisateur. Ça, c'est la première contrainte. La deuxième, c'est que on est aujourd'hui dans une tension en soignants, en infirmiers, etc. Donc on a beaucoup de personnel qui bouge. Et c'est vrai que des solutions où il faut créer des boîtes aux lettres nominatives chaque fois que quelqu'un rentre ou quelqu'un sort, c'est compliqué. Donc on a essayé de lister les avantages et les inconvénients d'une solution par rapport à l'autre. Après, ça n'engage que nous et c'est très dépendant aussi de l'environnement technique dans lequel on travaille ou des éditeurs avec lesquels on travaille. Alors notre choix s'est porté sur une passerelle de messagerie. On s'est dit, les utilisateurs ont l'habitude de travailler avec Outlook pour envoyer et recevoir des messages, autant qu'ils gardent le même logiciel plutôt que de passer par un webmail, c'est encore un outil en plus. Et la solution intégrée du DUI ne nous donnait pas satisfaction, en tout cas, c'était pas vraiment abouti. Et, bon. Donc c'était ce choix. Alors, au niveau de l'intégration, comme c'est intégré dans l'outil, c'est complètement transparent pour les utilisateurs. C'est-à-dire qu'ils envoient un message classique dans leur établissement ou dans un établissement tiers, un message habituel, il n'y a aucun souci. Quand c'est un message sécurisé de santé, en fait, il n'y a que l'adresse qui change, mais on envoie, on reçoit dans la même boîte aux lettres. Donc ça, c'était plutôt pas mal. En termes de technicité, c'est sûr que c'est plus compliqué que de passer par une solution intégrée qui est prise en charge par un éditeur ou par un webmail où il faut se connecter à un portail. Néanmoins, on l'a pas mal vécu dans le sens où à partir du moment où on administre son serveur de messagerie, les procédures qui sont fournies par le MIPI d'installation des connecteurs est relativement simple. Hein, c'est un mode d'emploi qu'il faut lire à la lettre et qu'il faut bien respecter, mais il n'y a pas de difficulté majeure. Alors l'investissement en temps, ça dépend. Chez nous, ça a pris beaucoup de temps parce qu'en fait, on a l'objectif, mais c'est en marchant qu'on se rend compte que y a des difficultés, on a pensé à une chose et puis on va le faire différemment. Et donc en fait, on apprend en marchant pour atteindre l'objectif de permettre à tous nos utilisateurs d'utiliser cette MSS. Au niveau du coût, alors ce qui est intéressant, ça a été dit, mais je pense que c'est à souligner parce que je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup des éditeurs qui proposent des solutions gratuites. En général, quand c'est gratuit, c'est vous le produit, hein, c'est ce qu'on dit. Vous regarderez ceux qui utilisent des messageries de type Google, etc. Vous payez rien, mais bon. Là, on est dans un service un produit qui est complètement gratuit. Je ne fais pas de la pub, mais on en bénéficie, donc on va pas s'en priver. Là où il y a un coût, et ça je le reconnais, c'est pour la partie messagerie. Les licences Microsoft ont un coût, évidemment, que ce soit hébergé chez soi, dans son établissement, ou en mode 365, il y a des coûts de licence. Ensuite, au niveau des contraintes, alors ça peut paraître paradoxal, on a mis deux smileys qui font la tête pour la solution de passerelle de messagerie. Moi j'ai identifié deux choses. Je disais en préambule, faire simple pour les soignants et leur faire gagner du temps. Il y a une des choses qui ne fait pas forcément gagner du temps, mais on va trouver des solutions pour contourner cela, c'est l'accès à l'annuaire santé.
Et bien évidemment, quand vous voulez envoyer à l'établissement d'en face, à l'assistante sociale ou à un professionnel de santé sur son adresse MS Santé, il faut la connaître, l'adresse. Donc soit vous avez une espèce de carnet d'adresses intégré dans Outlook. Dans certaines conditions, c'est possible. Dans certaines autres, c'est pas possible et on va essayer de trouver des solutions. Là où on a eu quelques difficultés, on s'est rendu compte, par exemple, nous on a des licences pour mettre à disposition Outlook 365 en mode navigateur, en mode web, comme on dit. Et dans ce mode, en fait, on n'a pas de carnet d'adresses associé. Donc il faut qu'on trouve une autre solution. Par contre, ceux qui ont la possibilité d'avoir le niveau de licence pour avoir un Outlook, on appelle ça client lourd, c'est comme vous avez un Excel et un Word, vous avez l'Outlook, mais pas en mode web. Là, il y a plein d'outils Medemail qui viennent se greffer dessus et qui permettent d'accéder au carnet d'adresses et de faciliter l'usage. Dans les contraintes, c'est après, c'est par rapport à l'authentification. Alors, facilité de mise en œuvre, ça, faut dire, il faut être noté aussi. La partie technique qui est assurée par le MIPI, donc le service Medemail de MIPI, ça s'est bien passé. Il y a un bon service après-vente même après, quand on a des questions, des difficultés, ils sont très réactifs. Donc là, il n'y a pas débat. Ce qui fait un peu plus débat, c'est les indicateurs d'usage. J'ai peut-être oublié de préciser pourquoi est-ce qu'on est allé dans cette galère. Je plaisante. Hein. La messagerie sécurisée de santé, c'est une opportunité, il n'y a pas de souci, mais on aurait pu en faire l'économie. On n'avait pas le choix parce qu'on a candidaté pour le programme ESMS numérique. Et en fait, comme le disait Meta, c'est un programme à financement, mais à financement malin, c'est-à-dire en début de programme, on vous donne la moitié de la somme, la moitié de la subvention, et la deuxième moitié sous condition. Alors la condition, il y en a plusieurs, mais je vais en citer qu'une. Il va falloir envoyer un certain nombre de messages sécurisés de santé dans une période donnée pour un nombre d'usagers donné. Je prends un exemple simple, vous avez 100 résidents, il faut que chaque mois, pendant une durée de 3 mois, vous envoyiez 70 messages sécurisés de santé. Donc de toute façon, on n'avait pas le choix d'y aller, mais tant qu'à y aller, autant y aller de la meilleure manière possible. Comment l'ARS, comment les autorités de tarification vont vérifier les usages qui sont fournis? Par des indicateurs. Alors si c'est intégré dans un logiciel DUI, les indicateurs sont fournis, il n'y a qu'à les faire une copie d'écran et puis les transmettre. Pour Medemail, on est un peu embêté parce qu'il y a des statistiques qui sont fournies, mais c'est un fichier Excel qu'il faut adapter, transformer pour le rendre lisible avec des sommes. Donc là, on est en pourparlers avec le MIPI pour disposer de statistiques attendues, on va dire, par l'ARS. En termes de traçabilité, comme on passe par un outil de messagerie, on va se dire il n'y a pas de problème, puisque dans les outils de messagerie, on peut savoir qui a envoyé quoi, à quelle heure et à qui. Sauf que on s'est rendu compte que dans le cas de boîtes aux lettres organisationnelles, c'est-à-dire donner la possibilité à Monsieur Dupont d'envoyer en tant que epad3@mssanté.fr, et dans les traces, on voit la trace de epad3@mssanté.fr, mais Monsieur Dupont n'apparaît pas. Donc c'est un peu aujourd'hui c'est un peu embêtant. On va essayer de trouver des systèmes, de voir qui s'est connecté à quel moment et a envoyé un mail pour que ça réponde à la demande. Mais bon, les travaux sont en cours. Une autre chose aussi, il a été évoqué à plusieurs reprises, la notion d'authentification forte. Alors vous en avez peut-être entendu parler, mais c'est vrai qu'on en parle et des fois on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Pour faire super simple, vous connaissez login mot de passe, ça c'est l'authentification classique. L'authentification forte, c'est login mot de passe plus quelque chose que vous possédez. Alors ça peut être une carte CPS, ça peut être une carte, un badge, ça peut être un téléphone où vous validez une application, où vous rentrez un code, ça peut être un petit boîtier avec un code à 6 chiffres qui change toutes les 30 secondes. C'est ça l'authentification forte. Aujourd'hui, un des prérequis pour utiliser Medemail, c'est d'avoir de l'authentification forte du coup pour accéder à la messagerie. Et c'est un peu embêtant de demander un code, enfin d'accéder à la messagerie où il faut une authentification forte qu'on va recevoir par messagerie. Donc on peut pas, ça marche pas. Donc il faut trouver d'autres moyens. L'autre moyen, c'est d'avoir un smartphone. On va dire que tout le monde a un smartphone. Et c'est là qu'on se heurte aussi à un certain nombre de difficultés, c'est d'imposer le matériel personnel à des fins professionnelles. Vous avez des levées de boucliers partout, et c'est normal.
Donc on est en train de chercher d'autres solutions. On ne va pas équiper non plus en matériel professionnel tous les professionnels de santé, ça aurait un coût insupportable. Donc essayer de trouver une solution. Alors pour l'instant on n'a pas tout déployé, on a déployé une partie. On a imposé le téléphone perso, ça ne plaît pas, mais c'est comme ça. Mais au moins, on répond à la demande. Mais il faut qu'on trouve d'autres pistes en fait pour permettre aux utilisateurs de ne pas utiliser leur propre matériel. Voilà. Puis le support Pulsi d'email, ben, comme j'ai dit, pas de souci. La preuve, c'est que je suis là, sinon je n'aurais jamais participé. Donc voilà pour ce retour d'expérience. Et donc, on passe à la phase 3 après la mise en œuvre. Christine, si tu permets, j'ai Pardon. une question. Qu'est-ce qui fait, donc, dans ce qu'on vient de voir là, pourquoi est-ce que vous êtes plutôt parti sur la passerelle? Vous avez dit parce qu'on avait déjà Outlook. La solution DUI, elle n'était pas envisageable? Alors la solution DUI, déjà, elle n'était pas prête complètement, avec des délais non maîtrisés. Alors c'est un paradoxe aussi. Hein. Alors je ne vais pas citer le nom de l'éditeur parce que c'est pas le but de l'enfoncer ou quoi, mais simplement dire qu'il y a un processus de certification pour le Ségur, dans le cadre du Ségur du numérique, c'est-à-dire un organisme qui vient vérifier que l'éditeur est en capacité de prouver que ce qu'il offre existe et fonctionne. En l'occurrence, avoir des outils de messagerie sécurisée de santé ou de pouvoir envoyer des documents dans le DMP. Et ben, la vraie vie, c'est que ça marche presque, mais ça marche pas complètement. Et entre ça marche presque et ça marche pas complètement, ben on a décidé de s'orienter vers une autre piste qui est la passerelle, parce que d'un point de vue technique, ça posait pas vraiment de problème, puisqu'on a la maîtrise. Le MIPI maîtrise également cette partie-là, donc on s'est dit que ça sera peut-être plus rapide. Plus rapide au niveau du fonctionnement. Maintenant, on est toute cette démarche, elle a mûri, et aujourd'hui, je suis plutôt en train de me dire, est-ce que la passerelle, c'était une bonne idée? Est-ce qu'il ne faudrait pas passer sur du webmail, qui a l'air plus simple, au moins pour l'annuaire santé? Alors peut-être qu'il y aura un mix des deux, je ne sais pas, okay. Le modèle n'est pas encore abouti. En tout cas, aujourd'hui, si je veux vendre, entre guillemets, ou promouvoir le service à l'ensemble des établissements qui font partie de la grappe, je peux le faire, mais je risque de ne pas avoir une adhésion suffisante pour atteindre les cibles d'usage. Donc pour ça, plutôt que de balancer une solution qui n'est pas maîtrisée complètement, c'est bien se poser, prendre des groupes d'utilisateurs tests, voir si ça leur parle, si c'est pas trop contraignant pour eux, et ensuite d'y aller. Donc on aura peut-être un mode un peu mixte, et qui sait, peut-être d'ici 6 mois, 8 mois, l'éditeur aura réglé tous ses problèmes et on pourra passer par là. Je sais pas. Voilà. Pour l'instant, on est parti là-dessus. Ça fonctionne techniquement. On l'a déployé sur quelques boîtes aux lettres. On a 2 boîtes aux lettres organisationnelles. On a des boîtes aux lettres nominatives. Ça marche plutôt bien, mais avec les contraintes que j'ai évoquées. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Christine. Si je peux compléter sur cette slide-là, juste la partie interface avec le DUI. Donc c'est effectivement très éditeur dépendant. Donc certains éditeurs ont des solutions très bien intégrées, d'autres un peu moins bien, qui présentent des contraintes. Et donc là, on peut être amené à avoir une mixité de solutions. Par exemple, entre une solution intégrée au DUI plus du webmail ou de la passerelle, comme je le disais avant. L'avantage très important par rapport à une solution intégrée au DUI, c'est que les indicateurs d'usage sont totalement intégrés donc dans les statistiques de la solution éditeur, puisque c'était dans le cahier des charges du Ségur. Et le deuxième gros avantage, c'est de pouvoir n'avoir qu'une seule interface par rapport au dossier informatisé de l'usager et de pouvoir donc utiliser la messagerie sécurisée de santé au travers de ce dossier, avec des pièces attachées qui viennent directement du dossier, donc on ne va pas aller transposer dans un espace temporaire, etc. Donc ça, c'est vraiment très, très avantageux, et puis voilà, c'est l'objectif, mais c'est très éditeur dépendant. Donc
Donc après ces phases de préparation, de mise en œuvre, on a vu qu'on peut être amené à corriger un petit peu le choix en fonction des contraintes ou des facilités de mise en œuvre. On arrive après aux usages. Donc les usages, on revient sur la partie interne, donc qui va pouvoir utiliser la messagerie sécurisée de santé, les professionnels de santé qui sont inscrits au RPPS, donc des professions à ordre. Il y a aussi les assistants sociaux qu'il ne faut pas oublier, donc qui ont en général une carte et un numéro RPPS. Après, il y a les infirmiers, infirmières qui parfois n'ont pas de carte CPS, mais qu'il faut aller demander au travers de l'ordre. Voilà. Et puis, il y a aussi tous les autres professionnels médico-sociaux, les accompagnants, qui peuvent accéder à la messagerie sécurisée de santé au travers d'une balle organisationnelle ou d'une ICPS et du RPPS+. Donc, ce qui est important de savoir, c'est d'avoir une bonne vision des émetteurs internes, des destinataires également. Et là, en fait, c'est en fonction des contenus de messages, donc quel type d'informations on va échanger avec les acteurs externes. C'est des données sensibles, c'est des données de santé, mais pas que, c'est aussi des données sociales, médico-sociales. Donc, il faut être bien attentif à inciter vos professionnels d'un établissement à utiliser la MS Santé pour d'autres usages dont ils n'avaient pas l'habitude, en fait. Donc, les destinataires externes, il faut aussi les identifier. Parce que, évidemment, si on a accès à l'annuaire, c'est très bien, on va les trouver de manière assez simple dans l'annuaire. Mais beaucoup de destinataires externes n'ont pas encore de messagerie sécurisée de santé, donc d'adresse MSS. Je pense en particulier aux pharmaciens qui, comme vous l'avez dit, ils peuvent se créer très rapidement une boîte aux lettres au travers du portail Pulsi, ou les infirmiers, infirmières libérales en cabinet qui interviennent auprès des établissements. Et donc, c'est important de pouvoir leur demander soit leur MS Santé s'ils en ont une, soit de leur demander d'en créer une, du coup, parce qu'on ne peut pas échanger avec quelqu'un s'il n'a pas sa boîte aux lettres messagerie sécurisée de santé. Donc, puisqu'on est dans une sphère de confiance, on ne peut pas utiliser une MSS pour aller vers un Gmail, c'est pas possible. De même pour aller vers la messagerie citoyenne. Donc voilà, bien identifier les acteurs externes et puis un certain nombre d'acteurs avec qui les établissements aimeraient bien échanger de manière sécurisée, comme les tuteurs et les curateurs, parce que ce sont des données sensibles, mais qui aujourd'hui ne sont pas identifiés aujourd'hui dans le répertoire et n'ont pas forcément une MS Santé. Donc voilà, c'est dans ces cibles-là, dans ce processus, on va dire, de boule de neige, qu'il faut travailler tous ensemble entre les établissements et les intervenants pour arriver à dialoguer de manière plus sécurisée dans le bien et l'objectif de sécuriser les données de l'usager. Merci beaucoup, Christine. Eh bien, on est au bout de l'intervention. Il nous reste une dizaine de minutes pour s'octroyer une petite pause avant la suite de la plénière. Est-ce que, soit à distance, donc vous êtes une trentaine à nous suivre, soit ici, on aurait des questions? N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Pas de main levée. Pas de questions, c'était clair. Alors moi, j'ai quelques questions que j'avais préparées. On a parlé de l'authentification forte qui posait tout un tas de problèmes. Vous avez évoqué ce matin la possibilité peut-être d'avoir une solution qui ne repose pas sur des devices, comme on dit, donc deviceless. Oui, tout à fait. Désolé pour l'anglicisme. Voilà, une des pistes. Vous pouvez nous en dire un petit mot? Moi, je trouvais que c'était assez intéressant parce que c'est vrai que c'est un point dur, hein, l'authentification forte. Alors, même pour les services en général, on pousse beaucoup Pro Santé Connect, vous le connaissez sans doute.
mais ça suppose quand même qu'on a un device. Ça. Alors c'était toute la problématique. Alors je ne dis pas qu'on a trouvé la solution, parce que pour l'instant on est en phase de recherche d'éditeurs ou de solutions qui soient à la fois, d'un point de vue économique, supportables par nos structures et qui répondent à la demande. Alors je ne vais pas faire de publicité ici, mais bon, ça, vous pouvez prendre contact avec moi via Pulsi par exemple. Il existe une société française qui commercialise une solution applicative en fait, qui est certifiée par l'ANSSI. Donc l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Donc c'est quand même un gage de qualité, et qui permet en fait de s'authentifier de manière forte à partir d'un navigateur. Alors ça paraît bizarre comme ça, mais quand vous accédez à une application, que ce soit la messagerie ou autre chose, au lieu que ce soit l'application qui apparaisse, vous avez un clavier, une espèce de clavier virtuel, où il vous faudra rentrer un code à 4 chiffres par exemple, et c'est ça qui va permettre en fait de faire l'authentification forte. Et c'est validé parce que derrière il y a des certificats dynamiques, aléatoires qui changent régulièrement. Et même s'il y a une interception, on vous vole les données à ce moment-là, elles ne pourront pas être réutilisées. Alors, on me l'a présenté comme ça. Hein. Donc ça repose sur la connaissance d'un code qu'on saisit Voilà, sur le poste de travail. Et ce code plus le certificat qui est dans le navigateur fait foi et peut remplacer effectivement un smartphone. Alors, on va faire des tests, on va voir combien ça coûte et si c'est transposable, mais ça peut être une piste intéressante, parce que dans tous les cas de figure, il faut fournir du matériel aux professionnels, et c'est coûteux, c'est compliqué à gérer, ça prend du temps, et voilà. Alors, est-ce qu'il y a entre-temps une question qui est apparue dans le public? Je n'ai toujours pas de main levée. Alors, je vais me permettre encore une question. C'est plutôt pour l'équipe Pulsi. Alors, combien ça coûte ce qu'on a vu sur ce que Pulsi propose finalement? Disait M. Pénin, c'est gratuit. Hein. Pulsi donc, est financé par l'ARS, et donc le service est mis à disposition gratuitement. D'accord, donc précision, c'est effectivement sans reste à charge, puisqu'on a la chance d'être une région où on a obtenu un financement. C'est pas toutes les régions, et donc c'est financé en fait, plutôt que de dire gratuit. C'est vrai que ça l'est parce qu'il n'y a pas de reste à charge, mais on a la chance d'avoir un financement par l'agence, et donc c'est quand même une opportunité de créer, alors soit pour les structures d'ailleurs, puisque là on a un témoignage d'une structure médico-sociale, mais c'est aussi valable pour des personnes à titre individuel. Si vous voulez être accompagné, on est disposé à le faire. Je veux juste préciser une chose, on a découvert en cours de route, dans cette histoire de ce projet ESMS numérique, au moment de la mise en place de l'outil, on s'est dit, ah ben chouette, il y aura un module de messagerie sécurisée de santé, c'est parfait, on est parti là-dessus. Et en fait, on a découvert, l'éditeur nous a dit, ah oui, mais nous on vous met les boutons, les machins, etc., mais il va falloir que vous preniez un opérateur de messagerie sécurisée de santé, X, Y, Z, etc. Nous on fournit pas, on fait pas. Nous on propose la boîte, vous aurez les boutons nouveaux messages, envoyer, etc. Mais il faut, voilà, et ça c'était une surprise, on s'est dit, ok, il y a une subvention pour couvrir tout ou partie du logiciel, mais il va encore falloir rajouter un abonnement chez un opérateur, et c'est quand même une opportunité d'avoir dans la région Est un opérateur qui met à disposition gracieusement cette solution. Voilà, ça il faut le laisser. Alors on a reçu une question entre-temps du streaming. Est-ce que c'est différent d'AppyCrypt, ce qu'on vient de voir? Est-ce que tu veux prendre, Manu? C'est une messagerie sécurisée, la MS Santé, comme AppyCrypt. D'ailleurs, il faut savoir qu'AppyCrypt, aujourd'hui, il existe 2 versions d'AppyCrypt. La V2, qui commence à être la plus couramment, ce qu'on retrouve le plus couramment sur le terrain, elle est 100% compatible avec Medimail. Donc, on échange de façon transparente vers des AppyCrypt V2. Pour la V1, qui, elle, n'est pas compatible MS Santé, eh bien, là aussi, Pulsi dispose d'un certificat spécifique qui permet à nos utilisateurs d'écrire aussi, d'échanger vers des médecins qui auraient des AppyCrypt V1. Voilà, donc pas de limite, on peut échanger avec AppyCrypt, quelle que soit la version. Depuis la passerelle qu'on a vue, depuis le webmail, on voilà. peut écrire à des AppyCrypteurs V1 et V2. Tout à fait. Peu importe finalement le mode utilisé, sachant que par contre que les V2, vous allez les trouver dans l'annuaire MS Santé, pas les V1. Voilà. Ok.
Oui, Christine, tu as une précision. Oui, donc effectivement, dans cette quête au destinataire externe dont je parlais tout à l'heure, il est important de demander à vos professionnels de santé avec qui l'établissement dialogue régulièrement, de savoir s'il est en V1 ou en V2. S'il est en V1, il faut noter son adresse mail MS Santé ou AppyCrypt en l'occurrence, pour pouvoir l'utiliser et peut-être aussi lui demander de passer en V2. Oui, c'est vrai qu'il faudrait qu'on bascule. Alors, il y a une question de Christian Delgoff dans la salle. On a encore la place pour une ou deux questions, histoire que vous ayez le temps d'aller vous chercher un café. Bon, c'est juste par rapport aux annuaire donc Medimail et annuaire AppyCrypt, donc on peut rechercher le nom d'un médecin ou d'une quelqu'un et si l'annuaire va donner l'adresse selon qu'elle est AppyCrypt ou pas. C'est ça que vous avez. C'est ça que ça veut dire. Enfin, Alors, vas-y. Absolument. Alors c'est l'annuaire national MS Santé, dans lequel effectivement vous allez trouver toutes les adresses MS Santé et AppyCrypt V2. Absolument. Et donc vous recherchez un professionnel, vous pouvez rechercher avec le nom, prénom, la spécialité et la ville, l'adresse, différentes informations. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Il y a une autre question. En attendant que Morane arrive, j'ai une question moi qui est simple. Est-ce qu'on a une idée du volume de messages, les statistiques MS Santé pour le grand test? J'avoue que j'ai pas préparé la question avec vous. Le global ou oui, pour Pulsi? sur le grand test, oui. Pour les utilisateurs Pulsi? Sur à la fois tous canaux confondus, Pulsi ou pas, et par Pulsi. Non, je ne pourrais pas te dire. D'accord. Bon. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question, c'est dans le cadre de la mise en place d'une messagerie sécurisée de santé dans des établissements. On a déjà des professionnels de santé qui, eux, sont équipés de leur propre adresse, Mélise ou AppyCrypt, deux. Et du coup, ils nous disent, mais oui, mais ça va encore nous en faire une autre, etc. Donc là, je ne sais pas si on peut rediriger des adresses MS Santé entre elles ou comment on procède dans ces cas-là. On peut effectivement rediriger des adresses MS Santé, absolument, vers une adresse quand on en utilise plusieurs. Par contre, là où il faut faire attention, c'est que certains professionnels de santé apparaissent plusieurs fois dans l'annuaire national. Et là, ça peut poser problème parce qu'on ne sait plus trop quelle adresse on doit utiliser. Donc voilà, je pense qu'ils doivent surtout faire attention. Alors qu'ils utilisent plusieurs adresses, ils ont une activité libérale, une activité dans un établissement, pourquoi pas, mais qu'ils pensent peut-être à se mettre en liste rouge aussi s'ils ont certaines adresses qu'ils n'utilisent plus. Voilà. Ok, merci. Eh bien, le temps est écoulé. Je vous propose qu'on s'en arrête là. Merci beaucoup, Meta, Christine, Monsieur Penin et Emmanuel. On reprend à 15h sur un point sur le Centre régional de ressources cyber dans cette salle. Voilà. Et merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis à distance. Et à tout à l'heure, à 15h donc. Merci. Merci.